Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. La fin de la saison estivale se rapproche malheureusement de plus en plus, mais tout de même, il reste encore quelques jours pour se détendre avant que septembre arrive et ne sonne définitivement la rentrée après les vacances d'été. En tout cas, pour finir ces derniers jours d'août, je vous ai préparé comme chaque dimanche l'essentiel de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse aux États-Unis qui se préparent à leur première baisse de taux d'intérêt en septembre. Alors c'est ce qu'a laissé sous-entendre le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, lors du colloque annuel à Jackson Hole, dans le Wyoming, qui a en fait réuni les banquiers centraux du monde entier. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, l'élite universitaire, financière et du monde politique se réunit chaque année depuis 1982 à Jackson Hole, une station de ski du Wyoming nichée à 2000 mètres d'altitude. Et la légende dit d'ailleurs que le lieu n'aurait pas été choisi par hasard. Paul Volcker, le patron de la Réserve fédérale américaine de 1979 à 1987, était un grand amateur de pêche à la mouche et en fait Jackson Hole a la réputation d'être un paradis pour la pêche. Mais vous vous en doutez bien, la plupart des économistes et financiers ne sont pas là pour la pêche. Cette réunion qui dure 2 jours est en fait un moment clé pour discuter des enjeux liés à la politique monétaire et à la conjoncture économique. Et le véritable événement est surtout l'incontournable discours de Jerome Powell qui a été scruté par les financiers du monde entier. Et vendredi, le moment tant attendu est arrivé. Powell a pris la parole et a déclaré lors de son discours, je cite, « Le temps est venu pour un ajustement de politique monétaire ». Le président de la Fed a également assuré, je cite, que la confiance a augmenté quant au fait que l'inflation est sur un sentier durable de retour à 2%, la cible fixée par le mandat de la Fed. Pour rappel, les taux d'intérêt directeurs sont passés de 0,25% en février 2022 à 5,5% en juillet 2024, un niveau toujours en vigueur actuellement. Et en fait, cette hausse a été la conséquence d'une envolée de l'inflation qui a atteint 9,1% en juin 2022, mais qui a désormais chuté à 2,9% en juillet 2024, ce qui conforte donc naturellement la Banque centrale à inverser la vapeur sur le niveau des taux d'intérêt. D'ailleurs, 76% des analystes de la bourse de Chicago, le fameux CME, tablent sur une baisse de 0,25 points lors de la prochaine décision de politique monétaire le 18 septembre et 24% estiment même que la baisse pourrait être de 0,5 points. Mais tout de même, il y a une ombre au tableau de l'autre côté de l'Atlantique et celle-ci porte sur la création d'emplois qui a été moins importante que prévu ces dernières semaines et une hausse relative du chômage à 4,3% en juillet contre 3,8% en mars. En fait, les analystes craignent que la règle de Sam ne se vérifie encore, car selon celle-ci, l'économie américaine entre en récession lorsque le chômage progresse de 0,5 points de pourcentage en moyenne sur 3 mois. Et la hausse de juillet était de 0,53 points par rapport au mois précédent. Donc à voir si cette tendance se confirme dans les prochains mois, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Pour la deuxième actualité, on s'envole au Moyen-Orient, où la guerre à Gaza commence à peser lourdement sur l'économie israélienne. Et signe de ces temps difficiles, le produit intérieur brut par habitant en Israël a décliné de 0,4% au deuxième trimestre, selon les chiffres du Bureau central des statistiques. Par ailleurs, la croissance en rythme annuel n'est plus que de 1,2%, alors qu'en 2022, ce taux caracolait à 6,5%. Et enfin, les exportations se sont contractées de 8,3% en juillet. Et plus globalement, la contraction économique a contribué à une baisse des recettes fiscales du pays, ce qui s'est soldé par une envolée du déficit budgétaire qui s'élève désormais à 8% du PIB. Selon les prévisions de la Banque d'Israël, le coût de la guerre devrait atteindre un total de 67 milliards de dollars, dont 32 milliards seulement pour les dépenses militaires.
À cela, il faut aussi y ajouter 10 milliards pour le financement du déménagement de plus de 100 000 Israéliens qui ont dû quitter leur domicile près de la bande de Gaza ou de la frontière avec le Liban, notamment en raison des tirs de roquettes du Hamas et du Hezbollah. Et au bout du compte, la réparation des dégâts provoqués par ces tirs est pour l'instant estimée à 6 milliards de dollars. Et tout naturellement, la plupart des experts économiques prévoient une baisse du niveau de vie de la population, d'autant plus que l'inflation se redresse au-delà du plafond de 3% qu'avait fixé le Trésor. Enfin, les trois principales agences de notation internationale, à savoir Standard & Poor's, Moody's et Fitch, ont abaissé la note de la dette d'Israël en tenant compte de la possible prolongation de la guerre dans la bande de Gaza en 2025, tout en s'inquiétant des conséquences désastreuses que pourrait avoir un embrasement régional. Pour la troisième actualité, on revient sur le sol français où un triste record a été établi avec 47 000 locataires qui ont été expulsés de leur logement en raison de loyers impayés. Alors très concrètement, 23 000 ménages, soit environ 47 000 personnes, ont été expulsés par la force de leur logement en 2023, soit une hausse de 23% par rapport à l'année 2022. Une accélération des expulsions qui a été facilitée par la promulgation de la loi anti-squat, selon le collectif des associations unies qui réunit 41 associations, comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique ou encore la Croix-Rouge française. En fait, très concrètement, la loi anti-squat promulguée en juin 2023 a permis la mise en place de nouvelles procédures d'expulsion accélérées pour les situations d'impayés de loyer. Plus précisément, ce sont les délais pour saisir un juge par le propriétaire qui ont été fortement réduits en cas d'impayé par le locataire. Par ailleurs, pour les locataires dont l'expulsion a été prononcée, les chances d'obtenir un délai du juge avant de quitter leur logement ont également été réduites. Enfin, les délais accordés aux squatteurs pour quitter les logements ont été aussi très fortement diminués. Le collectif des associations unies souligne, je cite, « On assiste à des décisions d'expulsion pour des dettes mineures et des retards de loyer anecdotiques. » D'après la Fondation Abbé Pierre, environ 330 000 personnes sont actuellement sans domicile, soit plus du double que 12 ans plus tôt, en 2012. De leur côté, les associations de défense de propriétaires expliquent que cette loi reste essentielle, étant donné que les propriétaires qui sont face à des situations d'impayés ou de squatteurs doivent continuer à payer de lourdes charges et la taxe foncière, et dans le pire des cas, refaire entièrement leur logement après des dégradations faites par des squatteurs. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au cours de l'or qui a encore franchi un nouveau sommet historique cette semaine. En fait, le cours de l'once d'or, c'est-à-dire 31,10 grammes du métal précieux, s'est négocié cette semaine à plus de 2500 $. C'est tout simplement la première fois de son histoire que le métal jeune se négocie à ce prix sur les marchés financiers, en affichant une hausse de son prix de 22% depuis le début de l'année et de plus de 40% en 3 ans. Alors ce phénomène s'explique par de multiples facteurs. Déjà, par l'anticipation de baisse de taux d'intérêt directeur de la Banque centrale américaine à partir de septembre, ce qui a pour effet d'inciter les investisseurs à réorienter leurs capitaux vers des produits financiers moins liés au taux d'intérêt, comme l'or par exemple. Par ailleurs, le contexte géopolitique au Moyen-Orient, avec notamment une escalade des tensions entre l'Iran et Israël ces dernières semaines, mais aussi toujours en fond le conflit en Ukraine avec la Russie, joue en faveur de l'or en tant qu'actif refuge. Enfin, plusieurs pays, dont la Chine et la Russie notamment, ont massivement converti leur dollar en or ces derniers mois pour devenir moins dépendants du billet vert dans le commerce mondial, mais aussi pour se prémunir de potentielles sanctions que Washington pourrait appliquer via le dollar américain. Selon les données du World Gold Council, la Banque populaire de Chine a augmenté consécutivement ses réserves d'or au cours des 16 derniers mois, et la Russie a fait passer ses réserves en or de 20% en 2020 à 24% en 2024. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à 4 universités françaises qui font partie des 100 meilleures du monde en 2024. En fait, le très réputé et attendu classement Shanghai Ranking pour 2024 a été publié et la France brille dans le classement. On retrouve à la 60e position du classement l'université Paris-Cité, issue du rapprochement de Paris-Descartes et de Paris-Diderot, qui a progressé de 8 places par rapport à la précédente édition. L'université de la Sorbonne gagne 5 places pour se retrouver à la 41e position. L'université Paris Sciences et Lettres bondit de 8 places pour aboutir au 33e rang. Et enfin, pour la première fois, Paris-Saclay, qui regroupe entre autres Paris-Sud, Agro-Paris-Tech et Centrale-Supélec, atteint la 12e position du classement et affiche une progression de 3 places par rapport à l'année dernière. Et en fait, c'est la première fois qu'un établissement français atteint une telle position dans le classement. Alors pour autant, les États-Unis continuent de truster outrageusement les premières places de ce classement. On retrouve à la première place, comme toujours depuis 22 ans, Harvard, suivi de Stanford et du MIT. La Grande-Bretagne est la seule à contester la toute-puissance américaine dans le top
top 10 en y plaçant 2 établissements, à savoir Cambridge et Oxford. Plus globalement, les États-Unis comptent 38 universités dans le top 100, suivi de la Chine avec 14 universités, et la France, elle, avec 4 universités dans le top 100, est au coude à coude avec l'Allemagne. Alors les principaux critères utilisés pour réaliser le classement sont les suivants: le nombre de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves et parmi les chercheurs, le nombre de chercheurs cités dans leur discipline, le nombre d'articles publiés dans les revues scientifiques Nature et Sciences, le nombre d'articles à indexer dans les revues scientifiques, et enfin, la performance académique au regard de la taille de l'institution. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.